Bien, écoutez, nous allons démarrer. Très heureux de vous accueillir ce matin sur ce webinaire. Avant de rentrer dans le détail, fixer quelques règles de fonctionnement et quelques règles du jeu. Nous allons être plusieurs intervenants voilà, à présenter les quelques sujets que nous allons vous proposer ce matin. Et donc, vous devez les voir s'afficher normalement en bas de l'écran. Voilà, les quelques vignettes, ils ont tous l'air frais, dispo, avec la petite tasse de café. Tout va bien. Vous pourrez bien évidemment nous poser des questions par le chat. Alors, le chat sera en privé, c'est-à-dire que les questions ne seront pas publiques. Donc, nous prendrons les questions à la fin de la présentation. Donc, je pense d'ici une petite heure. On y répondra par oral. Et puis, les questions qui sont un peu spécifiques, très pointues ou très particulières, nous prendrons bien évidemment le temps de vous répondre soit par écrit ou en message privé et en fonction du sujet. Donc, ce seront soit Vanessa, Benoît de Nord-Actif et Pas-de-Calais Actif, ou soit les intervenants de KPMG. Voilà un peu pour les règles du jeu. Alors, pour démarrer, nous avions fait, alors peut-être n'étiez-vous pas présent, un premier webinaire au mois de mars-avril. On avait parlé à l'époque de rebond, parce qu'on voyait arriver l'été. Et on doit dire aujourd'hui, enfin je pense qu'on peut se dire aujourd'hui que nous sommes tous pris de myopie d'avenir. On n'y voit pas forcément clair sur l'avenir de nos structures. Et parfois, nous avons l'estomac noué. Voilà ce qu'on pourrait dire, je pense, en préambule. Et donc, si les moments de sidération du premier confinement sont passés, cette fin d'année, quand même, nous semble, en tout cas à nous tous intervenants aujourd'hui, être un moment charnière sur cette fin d'année pour plusieurs raisons. Première raison, peut-être le confinement, déconfinement, reconfinement, même s'il est assez partiel, tempère quand même l'optimisme naissant que nous avions cet été, certainement pour un certain nombre d'activités. Donc, on se repose un certain nombre de questions assez particulières sur comment soutenir l'activité, l'exploitation, la trésorerie de nos structures. Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes à la fin de l'exercice 2020. Et en tout cas, là, d'expérience, nous, c'est ce qu'on voit poindre un peu chez certains de nos clients, commence à se poser un certain nombre de questions sur que fait-on des financements non consommés? Les intègre-t-on dans le résultat 2020? Doit-on négocier avec les financeurs un report sur 2021? Et d'ailleurs, certains financeurs commencent à poser des questions, interroger les structures sur quelle stratégie on pourrait adopter sur ces sujets. Donc là, on a un peu un sujet d'actualité, de clôture qu'il faut un peu anticiper pour pouvoir préparer les budgets 2021 avec vos partenaires financiers. Et puis, le dernier point, on est en train de préparer les budgets 2021, comme je le disais précédemment, et donc on a besoin de prévisions, d'ajuster certaines prévisions et de voir aussi quelles sont les mesures, et c'est ce qu'on va dérouler ensuite, quelles sont les mesures que nous avons à disposition pour pouvoir soutenir potentiellement une activité 2021 qui pourrait être en dents de scie, un peu fragilisée par des mesures sanitaires dont on ne maîtrise peut-être pas encore totalement les tenants et les aboutissants. Donc, qu'avons-nous dans la boîte à outils pour essayer de soutenir notre activité? Alors, pour évoquer tous ces sujets, je suis très bien accompagné ce matin et je vais prendre les personnes dans l'ordre des vignettes qui s'affichent tout en bas. Donc, nous aurons avec nous Vanessa Pluchard de Nord-Actif, responsable des financements, Annabelle Calins, manager en social chez KPMG, et je suis sûr et certain que vous aurez beaucoup de questions pour Annabelle avec les dispositifs d'activité partielle et d'activité, de partielle longue durée. Voilà, des sujets qui sont un peu d'actualité et qui permettent d'anticiper l'avenir. Benoît Barra, directeur adjoint donc de Pas-de-Calais Actif, qui nous éclairera aussi, tout comme Vanessa, sur les dispositifs Nord-Actif, Pas-de-Calais Actif de soutien aux structures de l'ESS et surtout les nouveautés
dans le cadre du plan de relance ESS et puis des mesures spécifiques ici qui se mettent en place avec certaines collectivités ou acteurs publics locaux. Nous aurons également Justine Adouche, donc consultante en droit social, qui fera le lien avec Annabelle sur un certain nombre de questions. Je pense qu'on ne seront pas trop de deux sur les sujets sociaux ce matin. Et puis Clément Latuada, donc consultant ESS ici chez KPMG, qui nous fera un rappel sur certaines mesures de soutien financier. Alors des mesures que nous avions déjà vues lors du webinaire précédent, mais surtout quelles sont l'actualité, quelle est l'actualité sur ces mesures et quelles sont les nouveautés. Alors, j'ai normalement la main. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, vous pouvez normalement mettre en plein écran le support dans l'outil pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Alors, le sommaire, je viens de vous l'évoquer, donc on va passer assez vite. Alors, tout à l'heure, je disais en introduction qu'on a une espèce de myopie d'avenir aujourd'hui et pour plusieurs raisons. La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, et on a des situations sur nos structures ESS assez contrastées aujourd'hui, je dois le dire. On a des situations assez assez typiques de l'ambiance, hein, donc des situations économiques assez moroses, assez difficiles. Et puis, paradoxalement, on a aussi des situations qui sont, alors je dis bien paradoxalement, des situations assez confortables sur cet exercice particulier, puisqu'on a bénéficié en 2020 d'un certain nombre de mesures de soutien, l'activité partielle, les reports de charges, le maintien des financements pour un certain nombre de partenaires financiers, et avec, dans certains cas, des baisses de charges d'exploitation du fait de l'arrêt de certaines activités. Donc, on a des situations parfois un peu cache-riches ou parfois des situations assez tendues. On a à se poser la question pour l'avenir qui vient de pouvoir projeter, prévisionner de manière assez fine, en fait, comment va évoluer notre niveau de trésorerie et comment pourrait évoluer notre niveau d'activité. Et donc, on a deux sujets essentiels un peu à matérialiser aujourd'hui dans le cadre de la clôture des comptes 2020 et dans le cadre de la préparation du budget 2021. C'est la trésorerie, et vous avez ici une pastille orange en fait qui représente parfois le niveau de trésorerie réel que l'on pourrait imaginer, alors que la trésorerie en réalité sur les comptes bancaires est beaucoup plus importante parce qu'on a bénéficié d'un certain nombre de reports et on a une communication à avoir avec nos partenaires financiers sur le fait que cette trésorerie, elle est plutôt conjoncturelle, mais en aucun cas structurelle. Et puis également, on a imaginé des scénarios sur notre activité, puisque on a des activités qui se sont arrêtées pendant le premier confinement, qui se sont peut-être ralenties durant ce second confinement, ou des activités qui ont continué leur vie et qui même parfois ont été un peu boostées par la période de confinement. Et je crois qu'il est important ici pour un peu affiner nos prévisions, c'est d'aborder le sujet activité par activité, parce que vous êtes nombre d'acteurs de l'ESS, généralement, à exercer plusieurs activités au sein d'une même structure. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est simplement pour rappeler quelques fondamentaux que nos deux sujets là de fond pour l'avenir, c'est bien prévisionner la trésorerie parce que le niveau actuel est totalement conjoncturel et essayer de tirer des scénarios sur l'évolution de l'activité. Sur les marqueurs clés d'identification des difficultés à court moyen terme, je pense que vous les avez tirés en conséquence du premier confinement. Sur la partie conjoncturelle, ce qui nous reste à voir éventuellement dans nos prévisions, c'est le sujet de décalage de paiement des subventions, d'acquisition des ressources, la facturation, mais je crois que toutes les structures, enfin, ont fait le maximum là-dessus. Et nous avions été attentifs lors du premier webinaire sur le circuit décisionnel, les organisations internes, les difficultés informatiques. Je pense que bon nombre de structures ont résolu ces sujets parce que le premier confinement aidant, on s'est adapté. Sur la partie informatique, on y reviendra tout à l'heure puisque Vanessa ou Benoît vous présenteront
voilà, des solutions de financement possibles qui permettent d'accompagner finalement le développement de vos outils informatiques pour favoriser soit le télétravail ou le travail collaboratif. Sur la partie structurelle, je ne vais pas aller plus loin. On vient de dire les choses. On a des sujets autour de l'activité, donc prévoir son activité. On a des sujets autour des partenaires. Est-ce que nos partenaires sont fiables? Est-ce que j'ai des risques vis-à-vis de ces partenaires? Est-ce que j'ai des projets d'investissement à mettre sur la table ou à développer compte tenu du niveau d'activité ou des nouvelles orientations que je souhaite avoir sur mes activités? Et puis, comment je peux gérer l'absence de visibilité et donc comment je constitue finalement quelque part au maximum une réserve de cash pour pouvoir faire face aux soubresauts de l'activité 2021. Mais ça, je pense que vous êtes en train d'y réfléchir et quand même le premier confinement nous a beaucoup challengé sur ces sujets. Alors, nous avons par contre un sujet d'actualité, me semble-t-il, notamment pour les acteurs de l'ESS qui sont financés en tout ou partie en mode subvention. Une des questions qui se pose ici sur la fin de l'exercice, c'est de se dire, est-ce que les subventions que j'ai perçues ont pu être utilisées à 100%? Autrement dit, j'ai réalisé le programme d'activité qui était contractualisé dans le cadre du financement obtenu. Est-ce que j'ai dû arrêter, alors que ce soit dans le premier confinement ou même depuis la reprise du mois de septembre, est-ce que j'ai dû stopper ou geler un certain nombre d'activités compte tenu des mesures sanitaires ou des risques sanitaires? Et 3, est-ce que j'ai pu quand même mener un certain nombre d'activités partiellement? On a bien évidemment ce sujet à évoquer parce que, en tout cas moi je le vois sur le terrain, certains financeurs commencent à interpeller les structures sur la justification, l'orientation, le report, enfin voilà, toute une série de sujets, en tout cas qui traitent de la consommation ou non-consommation du financement, avec des règles qui seront certainement très variables suivant les financeurs et même les secteurs d'activité, mais on doit se préparer à ça. Et deuxièmement, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu une orientation et même peut-être un dogme posé lors du premier confinement, qu'on ne pouvait pas cumuler activité partielle et financement public. Hein. Et notamment, vous l'aviez vu dans les arrêtés budgétaires sur le secteur médico-social et le secteur social en mode de tarification ou agence régionale de santé ou département précisait spécifiquement qu'on ne pouvait pas cumuler activité partielle et tarification et qu'à la fin de l'exercice, en tout cas, la balance serait faite entre les deux pour voir les excédents générés du fait de l'opportunité du cumul de ces deux financements. Donc on a, d'ici la fin de l'exercice, je pense à être très précis de manière analytique sur l'ensemble des projets qui vous ont été financés, les ressources que vous avez consommées sur ces projets, éventuellement les ressources liées à la mobilisation du dispositif d'activité partielle, faire la balance des deux et être force de proposition auprès de vos financeurs. Alors pourquoi être force de proposition? Parce que on peut s'inspirer de la circulaire d'Édouard Philippe de mai 2020, qui évoquait en fait pour les services de l'État les situations que je viens de vous donner. La circulaire d'Édouard Philippe, pour vous rappeler quand même l'arbre de décision que vous avez ici à l'écran, d'une part, cette circulaire ne concerne que les financements reçus de l'État ou de ses établissements publics. Mais elle invite fortement les collectivités locales et territoriales à s'inspirer de cette circulaire pour traiter et regarder les subventions en fin d'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix décisionnel possible si on
on se raccroche à cette circulaire. On a une première situation que j'ai citée précédemment. La structure a été financée, elle a pu continuer son projet pendant, après ou avant le confinement. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de sujet sur cet axe-là. On va traiter finalement le solde de la subvention un peu à l'identique des années précédentes. Voilà. On avait eu simplement un report de délai, rappelez-vous, de 3 mois pour faire les bilans financiers. Mais en tout cas, sur le traitement lui-même de la subvention, pas de difficulté. Maintenant, on peut avoir une situation où la structure qui a été financée, donc qui a reçu une convention, qui n'a pas forcément reçu l'intégralité des fonds, mais en tout cas qui a un contrat avec son autorité de financement, n'a pas pu continuer son projet. C'est le point 2. Le sujet que posait la circulaire d'Édouard Philippe, c'était de dire, est-ce que cette non-poursuite d'activité est liée à la situation de confinement? Et donc, ce qui est proposé dans cette circulaire, pour rappel, c'était que la structure émette une attestation signée par le président de la structure de non-poursuite de l'activité pour cas de force majeure. Ce cas de force majeure, la circulaire proposant qu'elle soit opposée à l'administration pour pouvoir rentrer en négociation sur le devenir de tout ou partie du solde de la subvention. La troisième situation, c'est la structure n'a pas pu débuter son activité, c'est le point 3. À nouveau, si l'activité ou le projet est temporairement suspendu, c'est-à-dire que on peut quand même poursuivre l'activité, peut-être avez-vous signé des avenants, où est-il temps de faire signer des avenants pour faire poursuivre cette activité sur 2021? Ou dans un second cas, il y a absolument impossibilité de poursuivre l'action ou de la démarrer, et donc à nouveau attestation du président faisant état de la force majeure liée à la situation sanitaire ou à la fermeture d'un certain nombre d'activités, je pense à la restauration par exemple, et donc à ce moment-là, soit on se prépare au remboursement des crédits non utilisés ou au report de ces crédits non utilisés sur l'exercice suivant. Donc cet arbre de décision est excessivement, à mon sens, important ici en cette fin d'année parce qu'on risque de se poser des questions pour certains types d'activités sur la justification d'excédents à certains endroits pour des financements reçus et non utilisés, et de savoir si on les reporte sur l'année suivante ou si on les transforme finalement en subvention de fonctionnement pour soutenir l'activité qui pourrait être en difficulté. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. Il y a un travail de fond, à mon avis, à faire en ce moment sur ces sujets-là pour pas être dans l'urgence au moment de la clôture et déjà anticiper la discussion avec les financeurs dans un moment là où on commence à élaborer les budgets 2021. Donc tout ça pour vous dire que finalement, le nerf de la guerre, là, un peu dans cette période difficile, c'est le pilotage de la trésorerie, puisqu'on voit bien quand même qu'à certains endroits, dans certaines activités, on a perçu un peu de la trésorerie d'avance, soit par des financements, soit par des aides particulières. Et donc il faut pouvoir projeter cette trésorerie à minima sur 6 mois, voire 12, ce qui sera extrêmement important, d'une part pour communiquer avec vos partenaires bancaires, et d'autre part, éventuellement, aller mobiliser tout un certain nombre de dispositifs dont on va vous parler ensuite, parce qu'il faudra produire de la documentation sur les prévisions de trésorerie et les prévisions d'exploitation. Donc le pilotage devient quand même dans cette période un peu où nous sommes myopes extrêmement important et nécessaire dans votre communication de tous les jours avec vos banques, vos financeurs et vos administrateurs. Alors, ce que je vous propose maintenant, après avoir fixé ce préambule et surtout insisté sur l'utilisation des financements que vous avez reçus, c'est de balayer quelles sont les mesures nouvelles ou les mesures qui ont été adaptées par
par rapport au premier confinement. Rappelez-vous, on avait quand même des thématiques touchant aux mesures organisationnelles. Dans un premier temps, c'était l'organisation du travail. On avait des thématiques touchant au soutien de la trésorerie à court terme. On en parle encore beaucoup au travers du PGE euh, ou du fonds de relance. Et puis on avait également plutôt des thématiques de soutien très structurelles, hein, c'est-à-dire pouvant accompagner les structures sur le long terme. Donc ce qu'on vous propose ici, et ça va être un jeu un peu ping-pong et rebond entre les différents intervenants, c'est de reprendre ces mesures et de vous présenter quelles ont été l'évolution depuis mars dernier et surtout en quoi elles ont un intérêt dans la situation et dans le contexte actuel. Et pour démarrer, je vais peut-être donner la parole à Annabelle et Justine, qui sont nos représentantes éminentes en droit social ce matin, pour nous faire un petit état des lieux en termes d'organisation du travail, et notamment sur le télétravail, les congés. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Je sais qu'on passera beaucoup de temps ensuite sur l'activité partielle et la PLD, mais en tout cas sur ces mesures d'organisation du travail un peu génériques qu'on avait connues, est-ce qu'on a des nouveautés particulières? Alors, bonjour à tous. Sur la partie organisation du travail, donc globalement, ce sont les mêmes mesures qui sont poursuivies avec quand même un petit focus sur le télétravail, puisque autant lors du premier confinement, tout le monde, toutes les entreprises et toutes les structures qui avaient la possibilité de recourir au télétravail l'avaient fait de façon assez massive et en fonction de leurs possibilités. Or, sur ce deuxième confinement, on a constaté de façon générale qu'il y avait quand même moins de recours au télétravail. Or, ça reste, comme lors du premier confinement, particulièrement recommandé à temps plein pour les salariés qui peuvent accomplir l'ensemble de leurs tâches en télétravail ou en moitié présentiel, moitié télétravail pour ceux qui en ont besoin. Mais il est important quand même d'y recourir de façon massive dès que c'est possible. Il est question que l'inspection du travail commence à développer des contrôles sur le respect de ce télétravail, notamment pour les entreprises et les structures qui avaient recouru de façon totale au télétravail lors du premier confinement et qui, cette fois, n'appliqueraient plus cette organisation du travail. Alors, en termes, il n'y a pas de sanction proprement dite à la clé. Par contre, il y a quand même un risque pour la structure qui ne recourrait pas au télétravail alors qu'elle en a la possibilité. C'est que les responsables de structure sont censés tout mettre en œuvre pour préserver la santé physique et morale de leurs salariés. Et donc, dans ce cadre-là, le fait de ne pas recourir au télétravail dès que c'est possible, ça pourrait créer un risque pour la structure dès lors qu'un salarié viendrait être contaminé par le Covid. Donc c'est dans ce sens-là où aujourd'hui, il est quand même important de continuer à mettre en œuvre de façon massive le télétravail dès que c'est possible. Et pour les salariés qui doivent impérativement être présents sur site, pareil, mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour l'application des gestes barrières et pour mettre à disposition des salariés les équipements de protection nécessaires. Donc ça, c'est vraiment sur le télétravail. La partie importante, c'est qu'on va avoir de plus en plus de contrôles de l'inspection du travail qui se voudront pédagogiques, mais au-delà de cet aspect contraignant et contrôle, c'est vraiment le côté risque sur la responsabilité de la structure pour le maintien de la santé physique et morale de ses salariés. Les deux autres mesures, on peut les passer plus rapidement. Tout ce qui est décalage de congés et modification de jours de repos, ça reste les mêmes mesures qui étaient applicables lors du premier confinement, avec un décalage possible des jours de congé ou le fait d'imposer des jours de congé quand il y a un accord qui le permet, puisque ces mesures avaient déjà été prévues jusqu'à la fin de l'année 2020 lors du premier confinement. Donc, ces mesures se poursuivent.
Merci à Annabelle pour ces précisions et donc le rappel de la responsabilité de l'employeur sur la protection de ses salariés, même si le télétravail est fortement encouragé, il n'est pas obligatoire, mais l'employeur reste responsable de la sécurité de ses salariés. Pour faire du télétravail, il faut des moyens techniques et des moyens informatiques. Et alors Vanessa, Benoît, je pense quand même qu'on a quelques nouvelles possibilités sympas pour développer ces outils si notre trésorerie est un peu tendue, si nos fonds propres sont un peu tendus, qu'on a des besoins d'investissement, on a quelques mesures possibles. Alors, je ne sais pas qui veut en parler. Vanessa, peut-être, pour démarrer. Benoît, je vous donnerai la parole ensuite. Par contre, votre micro est coupé, Vanessa. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous déjà. Alors effectivement, on va vous présenter donc le dispositif INET, qui est en fait un dispositif de transition, de l'aide à la transition numérique porté par la région. C'est une aide directe régionale, donc effectivement, qui va permettre aux entreprises de l'économie sociale et solidaire d'investir dans un projet de transformation numérique. Donc les bénéficiaires sont les entreprises de l'ESS qui ont évidemment leur siège en région, avec un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et moins de 80% de financement public au budget annuel. C'est un projet qui s'inscrit dans un écosystème, puisqu'effectivement, le projet numérique doit être également certifié par un tiers de confiance. Donc, je vais pas tous les citer, mais voilà, entre autres, HDFiD, la CRES, les services ESS de la région. On est sur des dépenses éligibles qui sont relatifs aux investissements que nécessite le projet, donc les frais d'acquisition d'un site e-commerce, les équipements liés au projet, enfin voilà, tout ce qui peut être relatif à ce projet de digitalisation. Et l'aide en question va être une subvention d'investissement qui peut être comprise entre 600 et 6 000 euros. Donc c'est comme tu l'as dit Stéphane, c'est un nouvel outil qui va être lancé donc au dernier trimestre 2020 avec un taux d'intervention donc de 20% des investissements éligibles et un maximum d'investissement et avec un minimum d'investissement fixé à 3 000 euros et un maximum à 30 000 euros. Donc pour avoir plus de détails, il y a toujours le site de la région sur lequel les structures peuvent prendre de l'info qui est guide-aide.hautefrance.fr. Merci Vanessa. Donc si je comprends, il faut agir vite puisque c'est avant le 31 décembre 2020. Enfin, la fenêtre de tir, elle est assez resserrée d'ici la fin d'année. Le guichet d'entrée, c'est la région, à l'adresse que tu communiquais. Et il y a quand même donc il y a un cofinancement de la structure puisque la région vient en cofinancement à hauteur de 20% des investissements. Enfin, voilà une belle opportunité peut-être de développer son outillage informatique et de mettre en place des solutions digitales pour les équipes. Alors, on a parlé ici un peu de l'organisation du travail avec les outils, avec le télétravail. Je voudrais, alors attendez, j'essaye de revenir. Pardon, excusez-moi. Je voudrais également qu'on évoque à nouveau donc les questions du besoin de trésorerie, puisqu'en préambule, je dis que la question du besoin de trésorerie à court terme peut être prégnante dans un certain nombre de structures. Annabelle, on a des évolutions là-dessus, notamment en termes de cotisation sociale, parce que le premier confinement avait plutôt mis en évidence, proposé des solutions de report de charges, donc de pousser la boule de dette un peu en avant. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans cette situation automnale sur les charges sociales? Alors, côté cotisation sociale, beaucoup de changements et on est aussi sur un terrain qui évolue constamment puisque ce sont des mesures qui sont en général de très court terme et prises de façon en général d'application très rapide.
Sur cette partie, effectivement, charge sociale, c'est un petit peu complexe puisque on a distingué, l'URSSAF est venu distinguer plusieurs catégories de structures. Une première catégorie qui concerne les secteurs les plus impactés par la crise, donc c'est notamment tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel. Donc ça, ce sont les secteurs qui ont été listés, vous entendrez le terme donc de secteur 1 d'annexe 1. Toutes les structures qui interviennent dans ces secteurs-là sont considérées comme étant les plus impactés et donc vont bénéficier des plus larges mesures en termes d'exonération de charges, avec toujours une distinction en fonction de l'effectif de la structure. Sur la partie charge, on a aussi rattaché à cette catégorie tous les secteurs qu'on dit connexes, donc qui ont une activité qui est fortement liée au premier secteur qu'on a évoqué. Par contre, pour cette deuxième liste de secteurs, il est venu se poser une condition supplémentaire, c'est l'impact important de chiffre d'affaires, puisqu'on va exiger pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sur ces structures, qu'il y ait une baisse d'au moins 80% du chiffre d'affaires sur la période 15 mars, 15 avril, 15 mai, pardon, 15 mars, 15 mai, sur donc une baisse de 80% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2019, ou une baisse de 30% du chiffre d'affaires sur cette période, mais donc sur cette période, une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019 globale. Donc il y a une double possibilité d'apprécier la baisse de chiffre d'affaires selon que l'activité est plus ou moins saisonnière. Donc on a ouvert deux possibilités d'apprécier la baisse de chiffre d'affaires, mais il faudra vraiment la justifier pour tous ces secteurs connexes. Pour les secteurs principaux, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires qui est exigée. Donc sur ces deux listes de secteurs, on va distinguer selon qui est plus ou moins de 250 salariés. Quand il y a moins de 250 salariés, il y a une exonération de charges pour toute la période des charges dues au titre de février à mai. Donc globalement, c'est ce qui avait été reporté lors du premier confinement. On vient effacer la dette et en plus, on attribue aux structures une aide de 20% des salaires versés sur cette même période qui leur permettra de payer leurs charges sur la fin d'année. Pour les structures qui ont plus de 250 salariés, cette mesure d'effacement de dette ne s'applique pas. Par contre, ils peuvent demander un plan d'apurement de leur cotisation sociale au niveau de l'URSSAF pour étaler donc le paiement des cotisations qui restent dues. Deuxième catégorie de structures, c'est celles qui relèvent des secteurs qui accueillent du public et dont l'activité a été interrompue. Donc sur cette deuxième catégorie de structures, là on va limiter l'aide d'exonération et l'aide exceptionnelle aux structures de moins de 10 salariés. Et là, la période d'exonération va être un peu plus réduite puisqu'on va être sur la période de février à avril. Même chose pour l'aide exceptionnelle de crédit de 20% des salaires versés. Pour les structures de plus de 10 salariés, il va être possible de demander une remise partielle de dette en argumentant auprès de l'URSSAF la demande. Et pour les structures de plus de 250 salariés, là, on sera sur les mêmes mesures que les deux autres secteurs, c'est-à-dire un plan d'apurement des cotisations à mettre en place avec l'URSSAF. Pour les autres secteurs, possibilité uniquement de faire des demandes de remise partielle de dette sur cas particulier quand il y a moins de 250 salariés et plan d'apurement également applicable
pour les autres. Alors, petite précision pour classer le secteur d'activité, on considère bien l'activité, donc notamment pour les structures qui ont des activités multiples, on va se référer à l'activité principale de l'établissement. Enfin, donc, c'est celle, on va considérer en général que c'est celle qui génère le plus gros chiffre d'affaires ou qui génère le plus de ressources. Donc, en cas de doute sur cette éligibilité ou sur la façon de classer, notamment donc quand il y a plusieurs activités, il est possible de solliciter l'URSSAF via un rescrit pour avoir la position sur l'éligibilité ou non en fonction de l'activité, et on prend bien l'activité réelle de la structure. Concernant les seuils d'effectifs, donc pour les structures qui auraient des établissements multiples, on va apprécier le seuil d'effectifs cette fois au niveau de l'entreprise, tout établissement confondu. Alors que l'activité et la nature de l'activité, elle, peut s'apprécier au niveau de l'établissement. Il faut bien faire attention à cette distinction. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a eu beaucoup de listes d'établis, beaucoup de secteurs d'identifiés. Les mesures n'ont pas été vues de façon très simple pour la mise en pratique au niveau des gestionnaires, mais on est là aussi pour vous accompagner s'il y a des questions sur cette partie, cette éligibilité. Dernière mesure qui a été annoncée là très récemment, c'est la possibilité donc pour les échéances de novembre de pouvoir reporter les cotisations salariales et patronales. Donc là, on est bien sur un report, donc, et que ça concerne également les cotisations de retraite complémentaire. Attention, autant lors du premier confinement, ce report avait été attribué automatiquement à toutes les structures qui le demandaient, autant sur cette fois, le report se fait avec une autorisation préalable au niveau de l'URSSAF, avec le fait que l'URSSAF a 48 heures pour se positionner. Si en l'absence de réponse sous 48 heures, la demande est considérée comme acceptée. Donc, ça va aller donc pour les cotisations de novembre à payer pour le 5 et 15 novembre. On attend encore de savoir si ça sera également le cas pour les cotisations de novembre à payer pour le 5 ou le 15 décembre. Merci Annabelle pour ces précisions extrêmement nécessaires. On voit que le sujet est quand même complexe entre la notion d'effectif qui va s'apprécier au niveau de la structure, donc si c'est une association, de l'association dans sa totalité, et de l'activité qui va s'apprécier comme étant ou non l'activité principale de l'association. Sachant qu'on a beaucoup de structures quand même qui sont multi-activités, avec des activités économiques, avec des activités d'accompagnement social. Certaines activités économiques rentrent dans le champ des activités précitées, mais ne sont parfois pas l'activité principale. Donc, vous voyez, le sujet est assez complexe, notamment lorsque vous êtes multi-activité, et je pense que ça nécessite quand même de faire un petit stop et de poser les sujets pour voir est-ce qu'on est réellement éligible ou pas à ce genre de dispositif. Je vais passer la parole à Clément. Clément, peut-être en quelques mots, parce que ce sont des mesures moins significatives, mais qui ont pour autant un peu évolué. Peut-être très rapidement nous évoquer les nouveautés sur taxes foncières. On aurait même pu mettre CFE pour les structures fiscalisées dedans, et puis prise en charge des loyers, peut-être en quelques mots. Oui, alors en quelques mots, alors oui, et en plus avec la prise en charge du CFE, c'est-à-dire que en raison du contexte, il est possible de faire sur simple demande,
de solliciter un report de la taxe foncière ainsi que du CFE pour alléger les versements obligatoires liés à cela et ainsi libérer un peu de disponibilité sur le solde de trésorerie des structures. Et au niveau de la prise en charge des loyers, une nouvelle mesure aussi est arrivée, et pour tout type de bailleur, la possibilité de solliciter auprès de son locataire, enfin propriétaire de ces locaux, une demande d'exemption de loyer par rapport à la nouvelle période de confinement que nous vivons, et celui-ci pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 30% du loyer exempté et accordé. Merci, merci Clément. Donc sur le dispositif loyer, c'était pas une obligation pour le bailleur, c'est une faculté qui lui est offerte, mais qui n'est pas obligatoire. Passons à la suite, si vous le voulez bien. Alors, on avait évoqué la fois dernière, lors du premier confinement, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler ces règles-là, parce que je pense que tout le monde les a activées sur l'agissement, sur les délais d'encaissement. On a tous été très attentifs à la trésorerie depuis ces quelques mois, donc ça reste et resteront des mesures d'actualité. Ce que je voudrais qu'on puisse un peu partager avec vous, donc ce sont les outils de financement de la trésorerie, alors court terme ou voire même moyen terme. Vous avez entendu parler bien évidemment du PGE, mais on a d'autres outils qui ont été développés. Je vais laisser Clément reprendre un peu son souffle et profiter de cela pour donner la parole à Benoît, peut-être pour nous parler du fonds de soutien Hauts-de-France et puis du fonds rebond de la MEL, ou avec Vanessa, pour nous parler de ces outils qui sont nouveaux et naissants et qui viennent complémenter déjà des dispositifs d'État. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a deux fonds qui sont là encore des nouveaux outils qui ont été mis en place sur octobre. Donc, on a un premier fonds qui a été lancé par la Banque des Territoires et le Conseil régional Hauts-de-France, accompagné de certaines intercommunalités, donc qui s'appelle le Fonds de relance Hauts-de-France, avec un objectif qui va être, avec un double objectif, qui va être effectivement de permettre la poursuite ou la reprise d'activité selon le cas. On va compléter les solutions financières existantes que la structure a pu aujourd'hui déjà mobiliser. La cible, ce sont les entreprises de l'ESS, toujours avec moins de 20 salariés. Et dans ce compteur, on ne va pas compter les salariés en insertion et les travailleurs porteurs de handicap, ce qui laisse donc une marge de manœuvre sur ce critère. Les structures implantées en région et créées avant le 1er janvier 2020. L'outil mobilisé, on est plutôt sur une avance remboursable à taux zéro, donc sans garantie ni caution, jusqu'à 30 000 € avec un remboursement trimestriel ou mensuel, et surtout après un différé de 12 mois, qui permet vraiment de donner aussi un souffle en termes d'endettement. Les demandes, elles sont à effectuer avant le 31/12. On parlait tout à l'heure de la fenêtre de tir, effectivement, elle est assez courte. Donc, je vous invite à noter les adresses qui, selon l'association territoriale France Active Mobilisée, s'affichent sur l'écran. Le deuxième fonds. Je me permets une question, Vanessa, ou Benoît. Ce fonds s'adresse à tout type de structure, ou faut-il réaliser une activité économique à chiffre d'affaires? Autrement dit, ma question un peu pernicieuse, est-ce qu'une structure totalement subventionnée est éligible au fonds de relance Hauts-de-France? Alors, on a besoin effectivement de vérifier que l'association a une vocation économique, donc avec 30% d'activité économique minimum. D'accord, donc des recettes non issues d'activités subventionnées. C'est ça, avec une interprétation assez souple finalement des choses, puisque les subventions qui vont être comptabilisées en tant que subventions publiques sont vraiment les subventions de l'État, des collectivités. Il y a certaines subventions qui peuvent être comptabilisées en chiffre d'affaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, des subventions type ADEME, etc., peuvent être comptabilisées en chiffre d'affaires, ce qui permet là encore une marge de manœuvre.
S'il y a un doute, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter. On a un petit questionnaire d'éligibilité qui permet de vérifier rapidement si effectivement vous êtes éligible à ce fonds. Alors, qui a été baptisé fonds de relance, on est plus aujourd'hui dans le soutien. Effectivement, les financeurs de ce fonds en ont bien conscience. Voilà, même s'il n'y a pas aujourd'hui d'actions qui sont menées pour une relance, mais si on est plus sur le soutien, on peut intervenir malgré tout dans le cadre de ce fonds. Merci Benoît, merci Vanessa. Et on a alors, me semble-t-il, également un deuxième fonds dont on peut parler, qui est une nouveauté du moment aussi, le fonds de rebond associatif de la MEL. Donc là, c'est plutôt pour les structures métropolitaines, en tout cas la métropole européenne de Lille. Donc là, je vais plutôt donner la parole au Nord sur le sujet. Benoît, vous me pardonnerez. Vanessa, vous pouvez nous en dire quelques mots de ce fonds de rebond de la MEL, à qui ça s'adresse, pour quel type d'activité principalement? Bien sûr. Donc, le fonds de rebond, donc, comme son nom l'indique, on est sur les associations. Alors là encore, sur les associations à vocation économique avec 30% d'activité minimum. On est sur 4 secteurs d'activité qui ont été priorisés. Donc, l'économie de proximité, l'économie du tourisme, de la culture, du sport et de l'événementiel, le secteur agricole et horticole et le secteur des micro-activités productives. C'est un dispositif qui s'articule en 2 volets. Donc, un premier volet qui porte sur l'aide au loyer, donc effectivement pour les structures qui ont en tout cas un bail ou une boutique pignon sur rue, ou une subvention pour compenser la perte de chiffre d'affaires, donc qui est le deuxième volet, avec donc 2 volets qui ne sont pas cumulables entre eux et qui s'adressent chacun à une ou plusieurs filières spécifiques, avec parfois des bonifications aussi qui peuvent être accordées pour des structures qui auraient, par exemple, un agrément insertion, un agrément dans le champ du handicap, sur l'économie circulaire, etc. Donc, pareil, on est sur plusieurs critères et pour cela, c'est assez simple, il suffit effectivement de nous contacter pour qu'on puisse vous orienter et puis voir avec vous quel est le volet le plus avantageux pour votre structure. Sur les délais, on est sur les mêmes délais jusqu'au 31/12 pour faire la demande au service de Nord Actif. D'accord. Merci Vanessa, donc pour ces 2 outils nouveaux qui viennent compléter les dispositifs existants lors de la première vague de crise. Benoît, peut-être également, je pense qu'il ne faut pas oublier un dispositif qui existe depuis longtemps dans le réseau France Active, mais qui risque de trouver tout son intérêt dans ces moments où les structures vont vivre peut-être des moments difficiles ou des moments d'interrogation. Et je crois que c'est peut-être important de rappeler le dispositif d'ASES, son fonctionnement et l'utilité du dispositif. Oui, Stéphane, effectivement, le DASES, c'est un dispositif ancien, puisqu'il a été créé en 2008, donc à l'époque de la crise économique. Il a perduré depuis, et on est bien heureux de l'avoir encore aujourd'hui pour faire face aux difficultés des structures de l'ESS. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux structures dites en difficulté, d'un point de vue économico-financier. Donc, il y a plusieurs critères. Aujourd'hui, vu la situation, effectivement, on peut considérer que une très grosse majorité des structures de l'ESS sont éligibles à ce dispositif qui va reposer sur 2 volets. Donc, il y a un premier volet d'accompagnement. On va pouvoir effectivement mettre à disposition de la structure un consultant pour travailler avec elle sur un certain nombre de thématiques, donc qui vont s'inscrire forcément en général, on est plus sur la définition, la mise en œuvre d'un plan de redressement, mais on peut aller aussi sur d'autres sujets. Donc, cette intervention est totalement prise en charge par France Active grâce à l'intervention grâce aux financeurs de ce dispositif qui, dès le départ, donc dès mars, n'ont pas hésité à nous donner des moyens supplémentaires pour qu'on puisse faire plus, étant donné effectivement l'ampleur des difficultés. Notamment la Directs, la Banque des Territoires, la région et les départements ont réabondé ce dispositif.
Donc, je vous disais, premier volet accompagnement, mais également un volet financement pour justement venir renforcer la trésorerie dans ces périodes délicates. On est sur une avance remboursable à taux zéro qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, sur une durée qui était jusqu'à 6 mois. Donc, justement, avant la crise liée au Covid, et qu'on a porté à 12 mois, du coup, depuis le printemps. Ce qui permet aussi de donner un peu plus de visibilité. Et bien sûr, on a bien en conscience aussi aujourd'hui que rembourser une avance remboursable à 12 mois, ça peut être compliqué. Bien sûr, on va travailler aussi pendant cette période-là, des 12 mois, à trouver des solutions un peu plus pérennes et de moyen terme pour renforcer la structure financière des structures de l'ESS, et on a d'autres outils pour cela, hein, que ce soit en apport associatif ou en prêt solidaire, qui pourront prendre justement le relais ensuite de cette avance remboursable. Merci Benoît pour ces précisions et aussi pour l'ouverture sur les dispositifs un peu moyen terme qu'on balayera peut-être tout à l'heure de manière assez rapide, mais qui sont importants parce que effectivement la boule de dette là grossit pour beaucoup de structures entre les différentes formes de soutien. Et le mur du remboursement commence à effrayer certaines structures et voilà, il est extrêmement important, comme vous le disiez, de pouvoir quelque part recapitaliser la structure sur du moyen terme en convertissant ces lignes de trésorerie en d'autres dispositifs. Clément, on a parlé là de dispositifs locaux, hein, la MEL, la région et le soutien qu'apporte Nord-Actif, Pas-de-Calais Actif aux structures. On a quand même toujours cette fameuse tête de proue qui est le PGE. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté sur le PGE? Et puis peut-être nous rappeler très rapidement les conditions d'accès au PGE, notamment pour les structures de l'ESS et les assos. Je suis subventionné, pas subventionné. Est-ce que j'ai accès au PGE? Oui, alors le PGE a connu quelques nouveautés depuis sa mise en place. L'éligibilité du PGE s'adresse à toute activité économique. Il faut entendre par là aussi associations qui développent également des activités économiques. Les critères d'éligibilité sont toutes structures qui portent au moins un emploi, qui ont obtenu une subvention au cours de l'année ou payer des impôts. Ce sont des critères qui ouvrent le champ d'ouverture et d'éligibilité aux associations au PGE. Le PGE a connu aussi des évolutions dans sa mobilisation, c'est-à-dire que initialement fixé jusqu'au 31/12/2020 a été prolongé dans sa mobilisation jusqu'au 30 juin 2021 et la possibilité de activer un différé de remboursement de 1 an supplémentaire à la première année de différé de remboursement qui était déjà possible, ce qui amène à une possibilité de différer de 2 ans le remboursement du capital emprunté. Alors, pour pouvoir rendre éligible ou du moins bénéficier du prêt garanti par l'État, il faut calculer le chiffre d'affaires associatif. Et donc, par là, il faut entendre l'exclusion des ressources où l'État est déjà, ou d'autres collectivités sont déjà engagées. Alors, le chiffre d'affaires associatif se définit par toutes les ressources encaissées par l'activité, à l'exclusion des subventions d'exploitation, des subventions d'équilibre ou des quotes-parts de subventions virées au résultat, ainsi que toutes les donations, enfin tous les dons de mécènes assujettis à des impôts commerciaux, que ce soit de la part d'entreprises ou de fondations, ce qui permet de pouvoir définir un niveau de chiffre d'affaires éligible à l'égard du dispositif prêt garanti par l'État. Cependant, celui-ci ne peut pas aller au-delà de 25% du chiffre d'affaires dans la limite dès l'exercice de 2019. Merci Clément. Alors, c'est un éclairage nouveau pour le PGE. Donc, vous voyez, bon nombre de structures ont la possibilité d'activer ce dispositif, d'ailleurs qui peut se complémenter avec les autres dispositifs qui ont été évoqués précédemment. Donc, je pense que pour les structures qui ont une visibilité assez chaotique sur la trésor, ça peut être un dispositif en tout cas à regarder, intéressant.
On a quand même et on a le temps en fait d'y regarder un peu parce que l'échéance du 31/12/2020 a été reportée au 30 juin et puis en plus on a un nouveau différé de 12 mois, donc on a un différé potentiel total de 24 mois. Donc regardons-le quand même. Ça peut être un outil pour soutenir la trésorerie si vos trésoreries sont fragiles et soumis à la longueur des délais, de certains délais d'encaissement. Peut-être rapidement également, Clément parlait, mais très très vite, du prêt direct de l'État parce que voilà, il n'est peut-être pas orienté principalement vers nos structures de l'ACES, bien qu'elles sont éligibles quand même. Oui, alors effectivement, il existe cet outil de disponible pour toute structure qui n'arriverait pas à obtenir une solution de financement parmi toutes celles qui sont déployées en ce temps de crise. Ça me fait aussi écho à la possibilité, s'il y a une difficulté à mobiliser un outil financier, le médiateur du crédit qui peut trouver et venir en aide auprès des structures dans l'ingénierie ou la recherche de solutions à des problématiques financières. Merci Clément. Donc, on vient de faire le tour un peu des dispositifs de soutien de la trésorerie. On a vu les reports de charges, on a vu que dans certains cas, on pouvait être exonéré des reports de charges du premier confinement. On a vu le fonds de soutien Hauts-de-France, on a vu le fonds de rebond de la MEL, on a vu le DAZES, donc tous les outils portés ou accompagnés par Nord-Actif, Pas-de-Calais Actif. On vient de parler de la tête de proue qui est le PGE, donc qui est une solution dont peuvent bénéficier les structures de SS. Je voudrais qu'on regarde maintenant les éléments un peu plus structurants sur le moyen terme. Benoît en a parlé tout à l'heure et nous reviendrons dessus. Ce qu'on quand même sur la structuration des financements moyen terme, on a quelque chose qui occupe nos pensées, nos réflexions, nos questionnements de tous les jours, c'est l'activité partielle, l'évolution du dispositif d'activité partielle. Là, je pense que ça vaut le coup de passer quelques minutes sur le sujet. Alors, bien évidemment, on répondra pas à toutes les situations particulières, individuelles, mais on va quand même dresser un panorama en essayant de finalement fixer les quelques orientations dans la réflexion, même si elles ne peuvent être que génériques compte tenu des éléments d'infos que nous avons aujourd'hui. Alors, Annabelle, Justine, je ne sais pas comment vous voulez vous répartir la parole. C'est Justine qui va prendre le lead sur cette présentation, puisqu'elle a analysé les textes de manière très précise. Et donc, Justine, activité partielle, activité partielle longue durée. Je te donne la parole. Merci. Alors, donc effectivement, c'est un sujet qui change énormément. L'activité partielle de droit commun, l'activité partielle de longue durée, qui était anciennement l'ARME, ARME. Donc, pour commencer, je vais parler de l'activité partielle de droit commun, activité partielle classique. Donc, comme Allô? Oui, très parfait. Donc, je vais commencer par l'activité partielle classique. Alors, donc, depuis le 1er juin, le taux d'allocation pour les entreprises est de 60% de la rémunération horaire brute, donc 85% de l'indemnité versée. Ce taux, donc l'activité partielle classique, devait passer à 36% du salaire brut initialement au 1er novembre 2020. Mais avec le reconfinement, ce taux a été, la réduction du taux donc a été reportée au 1er janvier 2021. Donc ça va être très important. Alors, est-ce qu'il sera reporté après le 1er janvier 2021? On va y venir après, parce que ça va vraiment être une question qui va se poser pour déterminer si on va mettre en place l'activité partielle de longue durée ou pas. On a encore toutefois des secteurs protégés, donc ça c'est l'exception, avec un taux horaire de 70% qui s'applique, donc sans condition pour les structures qui exercent
leur activité principale dans les secteurs qui relèvent du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, etc. et de l'événementiel aussi. Donc ça, c'est des secteurs qui sont listés dans une annexe 1 d'un décret donc, du 29 juin 2020 qui a été modifié. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce décret pour savoir si l'activité principale de votre structure se situe ou pas dans ce décret. Ensuite, le autre secteur protégé, c'est les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l'activité est dépendante de celle que je viens de citer. Donc, plus ayant subi une diminution du chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Donc, cette diminution, c'est important parce qu'elle est appréciée soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel sur une période, période mensuelle moyenne de l'année 2019 ramenée sur 2 mois. Donc finalement, on se rend compte quand même qu'il y a des secteurs protégés qui vont avoir une allocation par l'État qui sera supérieure à l'activité partielle de droit commun. Et ensuite, pour les employeurs relevant donc qui relèvent pas des secteurs que je viens de citer, c'est les structures dont l'activité principale implique l'accueil du public. L'accueil du public, donc toutes ces structures vont pouvoir avoir une allocation par l'employeur qui sera, on va dire, majorée par rapport à l'activité partielle classique. Ensuite, je vais venir à l'APLD. Donc, c'est différent de l'APLD. Là, on a une activité partielle classique avec un taux aujourd'hui qui est encore favorable, mais qu'il ne sera peut-être plus à compter du 1er janvier 2021. Un taux pour les activités, les secteurs protégés qui est favorable également encore aujourd'hui dû au reconfinement, mais qui ne le sera peut-être plus au 1er janvier 2021. Et donc, je vais venir à la PLD, donc à activité partielle de longue durée. Ce dispositif, c'est nouveau. Ça permet donc aux structures qui s'engagent à maintenir l'emploi et la formation, finalement, de réduire l'horaire de travail de tout ou partie des salariés. Et cette réduction, elle va être compensée pour le salarié par le versement d'une indemnité pour l'employeur et par le versement d'une allocation par l'État donc pour ce dernier. Alors, qu'est-ce qui peut bénéficier de la PLD? Donc, c'est toutes les structures qui traversent des difficultés durables et qui s'engagent à préserver l'emploi et à donner une formation professionnelle aux salariés. Alors, cette réduction de l'horaire de travail, elle ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail sur la totalité de l'accord. Donc ça, c'est très important parce que pour l'activité partielle classique, on n'a pas de limitation de la réduction de l'horaire de travail, c'est-à-dire qu'on peut placer les salariés à 100% finalement 100% en activité partielle. Pour la PLD, ce n'est pas possible. C'est maximum 40% ou 50% par exception, si l'accord le permet. Donc, on verra par la suite comment on met en place l'activité partielle de longue durée. L'activité partielle de longue durée, elle peut être mise en place donc dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs. Et l'indemnité versée aux salariés, elle sera de 70% du salaire brut. L'allocation versée à l'employeur donc par l'État sera de 60, et actuellement de 60% du salaire brut. Donc on voit quand même que au 1er janvier 2021, si l'activité partielle classique, donc plus secteur protégé, descend à 36%, l'activité partielle de longue durée, elle est quand même plus favorable parce que ça va être quand même 60% du salaire brut qui sera versé à l'employeur. Toutefois, les salariés placés en APLD vont pouvoir bénéficier de garanties par l'employeur. Donc, comment mettre en place l'APLD? Soit par accord d'entreprise. Si jamais on n'est pas dans une branche qui a conclu un accord de branche donc qui a été étendu. À ce jour, on a la métallurgie et la branche Syntec qui ont un accord de branche.
Donc, si jamais on n'est pas dans ces cas-là, on va devoir effectivement mettre en place un document unilatéral de l'employeur. Donc, par exemple, pour les structures qui relèvent du Syntec, donc Syntec, c'est Bureau d'études techniques, on a un accord de branche étendu. L'employeur va devoir mettre en place un document unilatéral de l'employeur qui va le transmettre à la directe, qui sera soumis à validation. Donc, le document unilatéral est soumis à validation par la directe, qui a un délai de soit 21 jours, soit 15 jours selon la transmission. Si on est dans un autre secteur. Donc actuellement, par exemple, le secteur de la restauration, on n'a pas encore d'accord de branche étendu, mais c'est en cours dans la restauration, c'est en cours dans les branches du tourisme, c'est en cours au niveau de la coiffure, c'est en cours dans beaucoup de secteurs, mais ça prend du temps, c'est les partenaires sociaux qui doivent négocier. Donc pour l'instant, c'est pas encore, et en plus, ça doit être étendu. Donc pour ces secteurs-là, il faudra donc faire un accord collectif d'entreprise qui devra de la même manière être transmis à la directe, qui sera soumis donc à homologation par la directe. Donc c'est quand même voilà, donc ça nécessite une démarche quand même de l'employeur. Et la question qui va se poser aujourd'hui, c'est par rapport aux contraintes que pourrait au niveau de la PLD. C'est-à-dire que l'employeur doit être en capacité de prendre des engagements en matière d'emploi s'il met en place la PLD. Finalement, la volonté du gouvernement, c'est de donner à l'employeur, aux structures, des indemnités plus favorables que l'activité partielle classique, parce que l'activité partielle classique, on n'a pas forcément d'engagement. Donc, ça va être ça l'idée, mais en contrepartie, ça va être l'employeur va devoir s'engager pour maintenir les emplois des salariés donc, qui bénéficient de cette activité partielle dans le cadre de la PLD, plus leur donner une formation, la formation professionnelle. Voilà. Donc, on voit que ces engagements doivent être tenus pendant toute la durée de l'accord. Donc, il faut pouvoir prendre ces engagements. Je précise toutefois qu'un dernier décret est paru très récemment qui précise que si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif, le remboursement ne sera pas dû par l'employeur. Parce que si l'employeur met en place la PLD à les aides de l'État, ne respecte pas ses engagements en matière d'emploi, donc il fait les licenciements économiques, normalement, il doit rembourser les aides perçues. Donc, si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord, le remboursement ne sera pas exigé. Donc, c'est pour ça que la rédaction de l'accord va être très importante, et notamment et aussi du document unilatéral. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on met en place la PLD ou non si on est, par exemple, aujourd'hui dans un secteur protégé? Parce qu'aujourd'hui, le secteur protégé, on bénéficie exactement de la même allocation par l'État que si on est en APLD et en activité partielle. Ça va dépendre finalement de ce qui va se passer au 1er janvier 2021. Si au 1er janvier 2021, l'activité partielle classique et l'activité, je dirais, secteur protégé descend, enfin, est supprimée, le taux d'activité partielle descend à 36% du salaire brut, ce qui est quand même c'est quand même un rabais quand même. Là, ça sera intéressant de conclure un accord APLD pour bénéficier des 60% d'allocation par l'État. Donc finalement, on peut se dire, au niveau de la stratégie à élaborer, on peut se dire que si jamais le confinement perdure en 2021, l'activité partielle, c'est un petit peu la logique de ce qui se fait depuis mars 2020. C'est pour ça que je peux indiquer ça. Si le confinement continue, on peut imaginer que le gouvernement va décaler encore, reporter encore l'activité partielle classique, secteur protégé, donc ça va être encore intéressant. Par contre, si jamais on n'a plus de confinement, là, on peut imaginer que les 36%, ça va être mis en place au 1er janvier 2021. Donc, ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on a un confinement. Donc, il faudra être attentif aux mesures gouvernementales. Toutefois, l'APLD, c'est vraiment un dispositif que le gouvernement veut mettre en place et on va être amené de plus en plus à réfléchir à sa mise en place et ça va être nécessaire, et notamment sur la durée de la PLD. En fait, aujourd'hui, on assiste vraiment à un retour. En fait, ils vont
essayer de canaliser les indemnités versées au niveau de l'activité partielle, avec le but principal, c'est la préservation de l'emploi. Pour l'activité partielle de droit commun, en principe, à partir du 1er janvier, la décision d'autorisation ne pourra plus concerner qu'une période de 3 mois, avec un renouvellement d'une fois, et les structures n'auront plus le droit en activité partielle classique qu'à 6 mois d'activité partielle par an maximum. Donc, il y aura une réflexion à avoir effectivement sur l'activité, essayer d'avoir une visibilité sur le plus long terme possible. Est-ce que ma structure va être impactée très fortement dans l'année avec des moments où il n'y a plus d'activité du tout, auquel cas c'est plutôt de l'activité partielle classique, ou est-ce que de façon durable, la structure va être impactée par une réduction d'activité et là, on sera plutôt dans un dispositif d'activité partielle de longue durée parce qu'on en aura besoin pendant plus que 6 mois sur l'année. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les dispositifs, ils évoluent de semaine en semaine en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu la projection qu'il faut avoir, de se dire sur le long terme, est-ce que je risque d'être vraiment impactée, auquel cas il faut envisager quand même une réflexion sur l'activité partielle de longue durée qui a vocation à être plus favorable que l'activité partielle classique puisqu'elle vise vraiment à maintenir l'emploi. Annabelle, Justine, est-ce qu'on a une date limite pour mettre en place l'activité partielle longue durée? Parce qu'on voit là, dans ce que vous expliquez, qu'il y a quand même des choix un peu stratégiques à opérer. Moi, un peu naïvement, je me dis, j'ai peu de visibilité sur mon activité. Je sens que ça risque d'être compliqué dans les 24-36 mois qui viennent. Et pour peu qu'on n'ait pas de confinement, ce qui semble quand même être de plus en plus la tendance, ou en tout cas des confinements très très allégés pour ne pas impacter l'économie, on peut se dire que la PLD, ça peut être en tout cas un dispositif intéressant pour favoriser le rebond d'une activité qui a été fortement marquée. Mais en même temps, est-ce qu'on a à prendre ces décisions-là rapidement, ou on peut mettre ça en place dans le temps, début 2021, courant 2021, pratiquement, est-ce qu'on a des délais à respecter? En fait, finalement, alors il y avait des délais, ça a été supprimé, donc là aussi on a eu un décret qui a supprimé le délai. C'est-à-dire que le taux de 60 versé à l'employeur est maintenu durant toute la durée du dispositif. C'est-à-dire qu'au plus tard, la transmission de l'accord ou du document unilatéral à la directe doit avoir lieu au 30 juin 2022. 30 juin 2022. 30 juin 2022. Donc là, ce qu'on conseille, c'est quand même tout dépend le secteur dont l'activité principale dont on se trouve. Mais c'est vrai que là, on conseille d'attendre au moins début décembre 2020 pour analyser un petit peu comment les choses vont se passer. Est-ce qu'on va avoir un autre confinement? Parce que c'est vrai que les décrets changent. Donc mais en 1er janvier 2021, on peut tout à fait mettre en place un accord APLD. Le taux restera à 60%. D'accord, donc ce qui est important dans la situation actuelle, c'est de faire une veille réglementaire très, très active sur le sujet, et en même temps d'avoir une trajectoire prévisionnelle permettant de nous éclairer sur le meilleur choix à faire entre activité partielle et APLD. Ok, alors c'était un sujet complexe, hein, mais vous voyez que c'est un sujet quand même extrêmement important, notamment pour des activités, je pense au secteur protégé, qui ont été des activités très, très impactées, la culture, le sport, la restauration, voire certaines activités dans l'IAE qui ont subi des dégradations fortes de recettes ou de chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment des positions à prendre assez rapidement sur les choix, activité partielle ou APLD. Ok, bah merci pour cette intervention qui était pas facile pour rendre intelligible un sujet très, très complexe. Pour terminer, parce que je vois l'heure qui tourne, et si on veut quand même prendre quelques questions. Vous avez vu là, on est sur les sujets qui structurent
quand même la prévision sur le moyen terme. Et je voudrais terminer peut-être, Benoît, Vanessa, avec vous. Donc, Benoît, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure sur les dispositifs qui peuvent restructurer le haut de bilan sur notre secteur de l'ESS. Vous avez parlé de contrats d'apport, de fonds solidaires. Peut-être ouvrir la perspective sur ces sujets-là en se disant aussi que notre seul Eldorado n'est pas simplement de la dette à court terme qui peut effrayer, parce qu'à un moment on a quand même le mur du remboursement à gérer, mais qu'on a aussi d'autres possibilités qui se structurent sur le réseau France Active. On a parlé beaucoup de court terme, mais effectivement, il faut aussi pouvoir travailler sur des projections de plus long terme. Et on a effectivement chez France Active quelques outils qui nous permettent de le faire avec des financements sur une durée de 5 voire 7 ans. Donc avec par exemple des apports associatifs qui permettent vraiment de travailler sur les fonds propres des associations et de faire effet aussi, du coup, de renforcer la structure financière des associations et du coup de faire effet levier éventuellement sur d'autres financements et notamment bancaires. Donc tout ça, on a des moyens qui ont été renforcés aussi sur ces aspects-là. Donc il ne faut surtout pas hésiter pour les associations à venir chercher un petit peu de fonds propres à taux zéro. C'est quelque chose qui est facilement mobilisable et que l'on peut compléter aussi pour les associations, on peut compléter avec un prêt solidaire qui peut aller sur des montants un peu plus conséquents que 30 000 euros avec un différé de remboursement de 24 mois, ce qui laisse aussi là encore le temps de voir venir et de ne pas rembourser de suite. Ces prêts solidaires sont également valables, bien entendu, pour les structures de l'ESS qui ne seraient pas sous statut associatif. Là où, effectivement, je voudrais insister, Stéphane l'a rappelé plusieurs fois, on a le risque vraiment d'avoir un mur de dette en face de nous. Donc, il est important de pouvoir bien se projeter, de voir effectivement tout ce qu'on a pu générer comme report ou nouveaux emprunts, voir quel impact ça va avoir sur les années à venir et voir effectivement si on est armé aussi pour faire face à ces remboursements qui vont être de plus en plus lourds. Donc il convient vraiment de regarder ça sur le plus long terme, avec aussi en y ajoutant effectivement peut-être des modifications sur notre modèle économique. On a vu que la crise nous donnait aussi, forcément apporter ses contraintes, mais aussi sur l'eau d'opportunités. Et il peut être aussi intéressant donc de réfléchir sur un changement de pratique qui aura du coup aussi un impact sur notre façon de fonctionner et donc éventuellement sur des investissements, mais c'est peut-être aussi le moment effectivement de prendre ce virage et de faire quelques investissements qui nous faciliteront la vie sur les prochains mois et les prochaines années. Donc ces outils-là permettent aussi bien de financer de l'investissement. On avait prévu, alors je ne sais pas Stéphane si on a encore un petit peu le temps de parler des mesures sectorielles, mais effectivement il est aussi intéressant de pouvoir coupler cela avec un peu de subvention, puisqu'effectivement on voit bien qu'on est sur des mesures de report ou d'endettement qui, au bout d'un moment, on risque de coincer. Je ne serai pas long là-dessus, mais juste peut-être mentionner effectivement qu'il existe des mesures sectorielles. Alors ici, on avait prévu de présenter tout ce qui est relatif aux structures d'insertion et aux entreprises adaptées avec des moyens assez conséquents. Donc déjà pour faire face à l'urgence dans les structures existantes, mais aussi des moyens supplémentaires pour développer l'offre d'insertion sur le plan national avec la création de postes et donc la création de structures. Donc il y a aussi des soutiens qui peuvent être mobilisés sur la création de nouvelles structures d'insertion ou entreprises adaptées. De toute façon, effectivement, on ne va pas se le cacher, le
le chômage risque d'augmenter, on aura besoin de toute façon d'une offre d'insertion beaucoup plus importante pour y faire face. Voilà. Alors, ces mesures sectorielles, bien sûr, elles ne concernent pas que l'insertion et que les entreprises adaptées. Voilà, ce serait trop long de les développer ici, mais voilà, il faut bien sûr aussi regarder. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de dispositions plus d'ordre général, mais n'hésitez pas à vous rapprocher soit de l'État, soit de votre conseil régional, soit de vos conseils départementaux, pour voir aussi ce qui est fait d'un point de vue sectoriel. Il y a des choses sur la culture, il y a des choses sur le sport. C'est en pleine d'actualité parce que le président Macron rencontre le mouvement sportif aujourd'hui, qui est confronté aussi à pas mal de difficultés. Enfin, voilà, il faut vraiment aussi aller voir sur son propre champ d'activité, et sachant qu'il y aura aussi d'autres mesures qui vont arriver, notamment pour les structures de l'ESS. Il y a un fonds qui a été voté pas plus tard que mardi dernier, qui concernera plus particulièrement, a priori, les structures de moins de 10 salariés, mais elles en ont aussi besoin. Et donc, avec peut-être des interventions sous forme de subventions. Enfin, tout ça va être affiné dans les semaines à venir, mais il y aura encore de l'actualité. Donc, on veille sur tout ça et on n'hésitera pas à vous relayer l'information. Merci à vous. Je pense qu'il est temps de conclure parce qu'on a débordé un peu, mais en même temps, on a répondu aux questions. Je vois le chat, un bon nombre de questions ont été prises par écrit. Alors pour conclure, je dirais, alors c'est une petite maxime ou proverbe que j'ai eu l'occasion de dire dans une vidéo récemment, mais que c'est un proverbe oriental qui dit que devant la difficulté, le premier des ignorants s'arrête. Et voilà, et vous voyez que les sujets sont quand même assez complexes en matière sociale. Ça risque aussi d'engager beaucoup votre structure sur le moyen terme. Et donc, comme le disait Vanessa, Benoît, Justine, Annabelle et Clément, je crois que dans ces situations-là, l'important, c'est de ne pas rester seul, c'est pouvoir partager ces sujets-là avec les gens qui ont l'habitude et qui ont compétences pour faire. Alors certains sont très compétents dans les grandes difficultés, mais on espère ne pas les solliciter quand même. Je pense à la profession d'administrateur judiciaire, mais aussi ce sont des gens compétents qui à un moment peuvent être intéressants pour résoudre les difficultés. Et puis avant ça, vous voyez, on vous a présenté un certain nombre de dispositifs et nous sommes là à vos côtés pour vous éclairer sur ces sujets-là. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos interrogations, c'est extrêmement important. Là, on est sur des moments charnières où il y a des décisions à prendre. Voilà ce que l'on peut dire. Alors j'avais une question auquel on n'a pas répondu, que je vois passer, c'était sur la négociation avec les financeurs et pourquoi. Donc c'était sur la première partie de la présentation. En fait, la négociation avant le 17 mars, c'est vrai et pas vrai, puisque la circulaire d'Édouard Philippe est sortie en mai 2020 et traitée de la première période de confinement. Je pense qu'on peut l'appliquer finalement à la situation intégrale des structures sur l'année 2020. Et donc l'arbre de décision qui a été présenté tout à l'heure, c'est un arbre de décision qui ne s'applique pas simplement à la période précédant le 17 mars 2020, mais on peut appliquer cet arbre de décision à l'ensemble de la période 2020 pour rentrer en discussion avec nos financeurs, donc que ce soit l'État ou les collectivités locales territoriales. Voilà. Il y a quelques autres questions un peu plus techniques ou particulières auxquelles on va répondre en message privé. Donc ne vous inquiétez pas, on revient vers vous là-dessus. Alors, je check juste les dernières questions, voir si on a globalement répondu à toutes. Écoutez, je pense que oui, on a fait le travail en live et je remercie d'ailleurs beaucoup Benoît, Vanessa et Clément qui ont pris la plume pendant la présentation pour répondre aux questions. Je suis étonné de ne pas avoir de questions sociales. On sait qu'Annabelle et Justine ont été extrêmement claires sur le sujet. Enfin, on tient à votre disposition s'il y a besoin.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence matinale. Et puis, je pense qu'on aura de toute façon l'occasion de rééchanger ou de se revoir sur un certain nombre de sujets. Merci à vous. Merci à tous.